l'équipe des maternelles. Alors là, vous me dites, non, mais vous voyez tout en noir. Mais peut-être, parce qu'effectivement, les fêtes de fin d'année et Noël, c'est aussi l'occasion de se retrouver en famille et de parler avec ses grands-parents, de poser des questions. Papy, comment c'était la guerre? Comment t'as rencontré mamie? Etc. Et c'est peut-être aussi l'occasion de transmettre l'histoire familiale à ses enfants. C'est d'ailleurs le thème de cette émission de ce matin. Nous allons parler des histoires de famille puisque c'est de saison. Bonjour Edith. Bonjour Angeline et bonjour Christophe. Bonjour. Pourquoi est-ce que c'est si important de parler de nos ancêtres? Pourquoi cette mémoire familiale est parfois lourde à porter? Et comment se construire quand on ignore presque tout de son passé? Christophe, vous êtes le papa de Stanislas qui a 3 ans et de Clémence qui a bientôt 4 mois. Vous êtes aussi un passionné de généalogie et d'histoire familiale. Vous avez même écrit un livre que Julia a non loin d'elle sur votre famille paternelle, Rosa et Albert Coupé. Est-ce que je prononce bien? Oui, c'est Coupé, tout à fait. C'est Coupé. Bien sûr. Et donc, c'est votre grand-père paternel qui vous a transmis cette passion. Vous dites qu'il était très attaché à ce nom de famille, Coupé. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Alors, en fait, c'est simple. Mon grand-père a eu une famille nombreuse puisqu'il a eu 6 enfants. Il a eu 2 fils et 4 filles. Le premier fils n'a eu que des filles. Le deuxième fils a eu ma sœur Sylvie. Et moi, ça a tardé, donc ils ont mis 7 ans à m'avoir et mon grand-père tenait absolument à ce que le nom Coupé soit transmis, tout simplement, et peut-être aussi beaucoup de l'histoire de la famille. Et donc quand je suis arrivé, ça a été, paraît-il, la fête. Vous étiez l'élu. Voilà, de et la à chaque anniversaire, j'ai mon cousin Jean-Michel qui me répète tout le temps: ah, si tu savais, ton grand-père, quand voilà, notre grand-père, quand il a su que tu arrivais, c'était la fête, il était très très heureux. Voilà. Vous étiez né avec les bonnes fées, en tout cas les bons parrains. Que vous a par exemple raconté votre grand-père quand vous étiez petit? Alors il me racontait beaucoup de choses. Et il me racontait à la fois des choses de la vie courante qu'on ne connaît plus aujourd'hui, parce qu'il y avait c'était la première fois qu'il y avait une telle différence entre la vie de leur vie et la nôtre. Moi, je suis né avec les Lego, c'était la première fois que ça arrivait, et eux, ils ne connaissaient pas du tout ça. Et au niveau de la guerre, c'était vraiment très, très difficile à leur époque. Et notamment, il y a eu beaucoup de bombardements et mon grand-père a été normalement tué dans la gare, alors que ma grand-mère était juste à côté, elle se croyait veuve. Donc il y a eu beaucoup d'histoires comme ça, beaucoup d'histoires qui étaient très, très difficiles à vivre. Et donc ça les a énormément marqués, ça les a aussi énormément soudés. Et donc on en a beaucoup parlé plus tard. Et vous êtes carrément le héros, hein, mon grand-père. Ce héros, on le voit là à l'heure actuelle. Voilà, là c'est dans les années 20, il est conducteur de char. Et donc quand il me parlait du char, je rejoins Edith, ce que disait Edith, parce que quand il me racontait comment fonctionnait un char, il mimait et il faisait les mouvements et les bruits aussi. Et quand on est enfant et qu'on voit une grande personne faire les bruits de crissement, moi il me l'a répété peut-être 100 fois, j'en sais rien, mais j'étais toujours là à écouter, j'étais toujours preneur. Ça fait comment le crissement d'un char? Ça fait bien, hein? Ouais, vous transmettez bien ce bruit de char. Christophe, vous nous avez dit tout à l'heure que votre grand-père était un conteur incroyable, qui faisait les bruits des chars, qui mettait le son, les gestes, enfin voilà. Mais je crois aussi qu'il avait l'habitude d'aller chercher des choses. Oui, alors de temps en temps, pour étayer un peu, illustrer un peu ses propos, il montait dans le grenier, il descendait quelque chose. On a vu tout à l'heure la photo du char, et l'illustration parfaite, c'est que quand il était jeune, il avait acheté, donc dans les années 20, un petit char miniature en fer. Et quand il me parlait du char, il allait chercher le petit char en miniature que j'avais surtout pas le droit de toucher parce que c'était précieux. Et donc cet objet que je voyais de temps en temps, ça étayait, ça montrait que c'était vrai, quoi. Donc c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et donc vous ressentiez quoi? C'était de la fascination par rapport à ces objets? Oui, tout à fait. C'était de la fascination et je pouvais toucher l'histoire, en fait. C'est ça l'affaire. C'est que il y avait les histoires, et il y avait l'objet qui permettait de relier cette histoire à quelque chose de concret. Et alors, de ce fait, vous avez aussi questionné votre grand-père maternel. Oui. Alors, c'est venu parce qu'il y avait des histoires de l'autre côté et vous avez eu envie d'avoir... Qu'est-ce que vous vous êtes raconté avec ce grand-père-là? Déjà, j'ai eu de la chance d'avoir des deux côtés des grands-parents formidables. Donc ça aide beaucoup. Et du côté de ma mère, donc mon grand-père, alors...
c'est encore un peu différent parce que mes grands-parents sont d'origine polonaise et donc ils sont arrivés dans les années 30 dans des contextes très difficiles. Et mon grand-père, qu'on voit à l'écran, il est arrivé dans les années 30 et en 1939, il a été prisonnier de guerre tout de suite. Donc j'ai beaucoup parlé de cette histoire de la guerre justement avec mon grand-père, qui m'expliquait, qui me parlait de comment il avait appris un peu l'allemand, comment ça se passait dans les camps, qu'il mangeait pas beaucoup, qu'il faisait la cuisine avec rien. Et donc c'était des histoires qui étaient très fortes. Et là aussi, il y avait le lien entre l'histoire et la réalité, puisqu'un jour, il était monté dans le grenier, il m'a ramené quelque chose pour lui qui était, je pense, très précieux, qui était son calot, le béret qu'il avait quand il a été prisonnier, et sa gamelle qui était gravée. Qu'il avait gardé de cette époque-là. Mais il vous l'a donné ou c'était juste pour illustrer le propos? Il vous l'a transmis à ce moment-là? Ah là, il me l'a donné. Ah, il vous l'a donné. Il me l'a donné, oui, tout à fait. Là, c'est le trésor. Il y avait un chèque de caution, je crois. Oui, oh là là, il était énorme, mais bon, j'avais moyen, donc c'était bon. Christophe, alors votre grand-père un jour vous a donné une pièce d'argent qu'il tenait lui-même de son propre père. Qu'est-ce que vous avez compris grâce à ça? Alors déjà, c'était la pièce qui tenait de son grand-père. Donc ça remontait encore plus loin. C'est une pièce qui date de 1856, je crois. Il me l'avait, en fait, ça s'est fait en 2 temps. Quand j'étais tout petit, il me l'a montré, parce que moi, je collectionnais les pièces que je trouvais. Il me l'avait montré, il m'avait dit, je ne te la donne pas tout de suite, parce que tu es encore trop petit, mais plus tard, je te la donnerai. Bon. Et de temps en temps, il me la sortait, donc c'était... Et vers la fin de sa vie, de façon très solennelle, on était tous les deux. Et il a ouvert son armoire et il a sorti la pièce et dit maintenant c'est le moment de te le donner. Voilà. Et c'est toi qui le donneras plus tard. Voilà. Et vous, c'est Mathieu? Christopher Walken dans Pulp Fiction avec la montre. Oui. Peut-être pas au même endroit, pour ceux qui ont vu le film. Et alors vous êtes allé aussi aux États-Unis en 99 et là vous avez fait une rencontre qui vous a poussé un peu justement sur la façon dont vous alliez transmettre les choses à votre tour. Oui, alors j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Louis Gruel, qui habite en Arizona et qui avait 92 ans, 93 ans à cette époque-là. Et quand on l'a rencontré, il nous a. Alors nous, on était avec mon épouse Agnès, on était très très à l'affût de toutes ces petites histoires du Far West. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a ramené une énorme caisse. Il a ouvert et dedans il y avait plein de petits objets, vraiment anodins. Et c'était pas des objets qui coûtaient cher. Et il y avait des petites étiquettes et ils avaient un grand carnet. Et dans le carnet, ils notaient à qui avait appartenu chaque objet. Wow. Et ça m'a fait un déclic parce que je me suis dit, donc cette caisse, ils se la transmettent de génération en génération. Et ça m'a fait un déclic parce que je me suis dit, leurs aïeux vont jamais disparaître puisqu'ils sont toujours là grâce à ces histoires-là. Et je suis parti du principe qu'à partir du moment où on ne parle plus d'une personne, elle est vraiment morte cette fois-ci. Et si on garde une trace d'elle, elle est toujours vivante. On entretient son souvenir. Vous avez aussi demandé quelque chose à votre oncle quand il avait 80 ans. Oui. Qu'est-ce que vous lui avez demandé de faire? Donc, j'imagine que vous êtes dit que vous alliez faire une malle. Voilà, déjà. Ça c'est fait. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez demandé à votre oncle? Alors, j'ai un oncle merveilleux qui s'appelle Albert Coupet. Et mon oncle, je lui ai offert un petit magnétophone à cassette. Et je dis, voilà, quand tu as 5 minutes, simplement tu appuies sur ce bouton-là et tu me racontes des histoires, tu me racontes tes souvenirs de l'époque où tu étais jeune. Et donc il l'a fait, mais d'une façon merveilleuse et toujours en mettant le ton, un peu comme son propre père le faisait. Et il en a fait des cassettes et des cassettes et des cassettes. J'ai passé des semaines et des semaines à essayer de tout retranscrire. Et ça m'a permis d'en faire un livre, en fait, en recueillant toutes ces histoires, toutes ces anecdotes. C'est un autre livre ou c'est celui-là? C'est celui-là. C'est celui-là. Vous l'avez montré tout à l'heure. C'est retranscrit dans D'accord, ce livre. c'est à partir de cet oncle. Exactement. Christophe, en 2006, vous avez appris que vous ne pourriez pas, en principe, avoir d'enfants. Ça a dû être terrible. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Oui, alors déjà, par rapport à l'histoire de ce nom? Tout à fait. Alors déjà, j'ai appris ça sur le parking de l'hôpital, puisqu'on m'avait mis ça en main propre, sans aucune assistance. Et j'ai pensé à 2 choses, en fait, de façon presque parallèle. J'ai pensé à mon épouse, où là, je me suis dit, là, je l'embarque dans un truc auquel on ne pensait pas. Et j'ai pensé à mon grand-père. Parce que mon grand-père me disait toujours,
c'est toi, tu es le dernier coupé, heureusement tu es là, tu vas pouvoir transmettre le nom, etc. Et là, je me suis dit, là, patatras, la mission, je vais jamais pouvoir la mener à bien. Et ça a été vraiment quelque chose d'aussi aussi important que le fait de ne pas avoir d'enfant, quasiment. Une fracture comme une trahison vis-à-vis de ce grand-père que l'on voit en ce moment. Et puis, alors finalement, grâce à l'assistance médicale à la procréation, vous avez pu avoir vos 2 enfants. Vous avez hâte, évidemment, j'imagine, que votre fils grandisse. Oui, alors... J'ai hâte et d'un autre côté, je vais essayer de ne pas lui mettre la pression parce que quand j'étais jeune, mon grand-père me rappelait toujours que je devais transmettre le nom, l'histoire de la famille, etc. J'ai toujours été très content parce que ça donne une importance quelque part et moi j'étais très fier de ça. Et c'est devenu un poids quand les années sont passées parce que bon, j'avais pas trouvé l'épouse, la femme idéale non plus. J'ai trouvé Agnès, c'était merveilleux, elle est merveilleuse, mais quand on a voulu avoir un enfant et qu'on s'est aperçu que ça pouvait pas marcher, c'est devenu une chape de plomb très très lourde à porter. Voilà. Un gros Donc poids. je vais lui en parler, mais je vais essayer de ne pas trop m'apesantir sur cette mission-là, puisque je voudrais pas que ça lui arrive aussi. Et il transmet, c'est un petit peu votre livre là que vous avez fait là, aux enfants probables de sa fille. Très joli livre qui vient de sortir. Voilà, une belle photo pour la couverture d'un prochain livre pour Christophe peut-être. Je vous le souhaite. C'est une bonne idée, oui, effectivement. Voilà. Merci beaucoup Elsa et merci également à Cédric Deville qui a préparé cette émission. Nous parlerons de la garde alternée, comment s'organiser. Et comme d'habitude, nous finissons l'émission avec une jolie chanson Esprit de Noël. Vous l'avez reconnue, c'est votre copain, c'est Elvis. Elvis. En 1971, I'll Be Home for Christmas. Salut à tous et à demain. Retrouvez toute l'actu des maternelles sur France5.fr. Toute la famille garde le sourire devant les maternelles avec la Mutuelle Générale.